Bonjour et bienvenue dans notre 4e numéro du Grand Débrief de la transition énergétique. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce numéro 4 du Grand Débrief de la transition énergétique. Donc, vous êtes président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que vous nous présentiez cette institution, cette confédération qui est la CAPEB. La CAPEB. Alors la CAPEB, c'est une organisation patronale professionnelle qui défend l'intérêt des artisans du bâtiment et plus spécifiquement les entreprises de petite taille. Donc nous avons actuellement en France, nous sommes la première organisation patronale en nombre d'adhérents puisque nous sommes au-delà des 61 000 adhérents en France avec des artisans que nous représentons dans tous les métiers. Et je dirais un seuil d'adhérents à 3 salariés en moyenne. Nous avons encore dans nos adhérents des artisans travaillant seuls et des entreprises de plus ou moins grande taille, mais surtout des moins de 10 salariés. Donc les artisans, les petites entreprises, vous êtes au cœur de la transition énergétique parce que c'est notre grand sujet aujourd'hui. Donc quel est le panel d'artisans, d'activités qui sont représentées au sein de vos adhérents de la CAPEB? Tous les métiers, nous sommes des artisans sur tous les territoires et nous avons tous les métiers qui sont représentés au sein de la CAPEB. Donc moi-même, je suis artisan électricien à Toulon et nous portons la politique par des artisans qui connaissent bien l'entreprise. Donc nous avons tous les métiers, nous sommes au cœur de la rénovation énergétique, nous sommes surtout au cœur de la rénovation tout court. Parce qu'il me semble, et je le dis régulièrement maintenant, que toute rénovation doit être énergétique maintenant. Et quand on met la main à une rénovation dans le bâtiment, on doit penser transition énergétique, on doit penser décarbonation, on doit penser le mieux vivre de l'habitat. Donc qu'on soit sur l'accessibilité ou le maintien à domicile ou la rénovation dite énergétique, on est nous, les artisans, au cœur du débat. On essaye, nous, artisans, de ne pas stigmatiser ou de ne pas faire le marché de la performance énergétique qu'un seul marché. Il fait bien partie de la rénovation et de tous nos chantiers. Merci pour ces réponses très claires et précises. J'ai pu voir en bas d'ailleurs vos prédécesseurs qui étaient tous également artisans. Je me suis amusé à taper tous les noms et prénoms. J'ai vu qu'ils étaient tous on est tous fiers concernés de notre histoire. Oui, donc on va parler de transition énergétique. Donc cet été, comme souvent les étés, c'est la saison où les textes réglementaires sortent. Donc il y a eu pas mal de textes, notamment liés au DPE, au certificat d'économie d'énergie et à l'audit énergétique. Donc il y a un texte, moi, qui m'a intéressé, c'est celui lié à la décence des logements, donc il fixe un calendrier d'interdiction, de mise en location de certaines passoires. Puis est arrivé au début de cet automne, il y a eu quelques discussions, notamment des citations de Bruno Le Maire ou de Agnès Pannier-Runacher, qui étaient quelquefois divergentes. Donc, au fond, est-ce que ce calendrier de 2050 et de décarbonation n'est-il pas peut-être trop ambitieux ? Il est difficile à tenir, surtout dans un contexte économique où on a vécu depuis 2 ans maintenant une hausse des matériaux assez conséquente. L'inflation après le Covid. Inflation, Covid, crise guerre ukrainienne. Donc on a eu, nous en 2022, une augmentation des matériaux de plus de 26%. Et nous avons encore connu dès 2023 encore une augmentation des prix. Donc nous, on essaye de trouver des solutions justement pour que industriels et distributeurs soient cohérents dans la chaîne économique et qu'on ait maintenant une vision plus baissière du matériau pour qu'on puisse permettre aux particuliers d'accéder à des marchés de rénovation énergétique. Donc on a un delta, une problématique prix actuellement sur le marché et on voit bien, nous, que dans l'artisanat, depuis maintenant 2 trimestres, on a une baisse d'activité, on a peut-être pas encore une récession, mais une crispation du marché qui ralentit pas mal. Sur la rénovation, qui est quasiment à 0, mais également sur la rénovation énergétique, qui était à 2% le trimestre dernier, et ce trimestre, qui est à que 1,5%, donc qui devrait être bien évidemment bien au-delà si on veut obtenir et atteindre les objectifs de la transition énergétique. Donc c'est un calendrier compliqué à tenir, mais qui est aussi important à être présent sur le marché, puisqu'il va contraindre tous les acteurs de la rénovation énergétique, le particulier, le propriétaire, l'artisan, le fabricant, à rentrer dans une démarche un peu plus, volontaire.
Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que ce calendrier, si on devait le décaler, on pourrait aussi avoir un effet de contre-performance et de ne pas atteindre les objectifs. Donc, je pense qu'il faut être intelligent sur la démarche, je veux dire, collective de cette rénovation énergétique. C'est un vrai défi qui doit être partagé par tout le monde. Et là, actuellement, on voit bien que la contrainte qui est mise en place et le calendrier est plus vécue comme une crispation et donc une volonté de ne pas aller vers ce marché-là. Et on voit bien le français, il est toujours comme ça. Dès qu'on met une contrainte, il va faire plutôt l'inverse. Et donc, que ce soit artisan ou particulier ou même Il est d'accord pour changer les choses, mais au moment venu, c'est jamais le bon calendrier, c'est jamais le bon moment et c'est jamais chez nous. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le bon moment, entre guillemets. On est tombé en pleine inflation, ces objectifs-là sont arrivés. En plus, vous savez à quoi ça correspond? 2050, ça va correspondre au pic démographique. Ouais. C'est-à-dire que j'ai étudié aussi les projections démographiques jusqu'à 2100, et 2050, ça correspond au pic démographique. C'est-à-dire que la tension qu'on connaît aujourd'hui sur le marché locatif, par exemple, elle va être exacerbée en fait en 2050, et ça correspond pile poil avec le terme du calendrier. Je crois que c'est jamais le bon moment d'une part, mais je crois qu'on n'a pas le choix non plus du moment là, pour le coup. On voit bien les réchauffements climatiques et le débat qu'on a eu pendant des années sur savoir est-ce qu'il fallait rentrer dans la performance énergétique, la décarbonation. Je crois qu'on n'a plus le choix maintenant et qu'il faut vraiment y aller. Maintenant, il faut qu'on soit un peu intelligent collectivement pour trouver les bonnes solutions et avoir un peu plus de pragmatisme, je vous en prie. On a vraiment des fois, en ce moment, je trouve des visions très dogmatiques, des pour-contre, des blancs, des noirs. Il faut une vision manichéenne, il faut trancher. Essayons de trouver des solutions pragmatiques de réalisation des objectifs. Et c'est ça qu'on essaie de faire, nous, à la CAPEB, de trouver des solutions pragmatiques. Et on a aussi un rôle pédagogique par rapport à nos artisans en disant, il y a un marché monumental qui est là devant vous, ne le laissez pas passer et organisez-vous pour pouvoir être partie prenante de ce marché-là. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on voit bien que actuellement, le RGE, donc le reconnu garant environnement, qui nous permet de faire accéder à nos particuliers de la MaPrimeRénov', eh bien, on a de moins en moins d'entreprises qui sont qualifiées. Chaque année, on perd des entreprises qualifiées. Exactement. Et quand on regarde la segmentation des entreprises, elles sont de moins en moins de TPE. C'est-à-dire que l'artisanat est de plus en plus éloigné de ce marché de la transition énergétique. Exactement. Et moi, en tant que président des artisans en France, je suis obligé de trouver des solutions et de dire à mes artisans, ne négligez pas ce marché-là, c'est un marché d'avenir et c'est un marché aussi d'importance et de responsabilité. Justement, en parlant de marché, on va parler du marché de la chaudière. Là aussi, un vrai sujet. Donc, la chaudière, il y a des chaudières fuel, il y a des chaudières gaz. Donc, pour le cas de la chaudière fuel, c'est acté, on n'en parle plus. Par contre, la chaudière gaz, qui est une énergie fossile, il y a là encore, tantôt on veut la supprimer complètement, tantôt on la maintient. Et là, on entend que les primes seront... Enfin, il n'y aura plus de prise en charge pour la chaudière gaz l'an prochain. Donc justement, tous ces mouvements autour de la chaudière gaz, ne serait-ce pas là aussi un aveu peut-être d'un manque de solutions pour notamment les appartements, parce qu'on parle souvent de problèmes d'installer des énergies renouvelables dans les appartements. Donc là aussi, cette tergiversation autour de la chaudière gaz, n'est-ce pas là aussi un aveu, un frein supplémentaire dans le maintien du calendrier, justement? On a deux éléments importants. On a d'une part le maintien du calendrier et les objectifs 2050. On a aussi la sobriété énergétique à avoir. Donc moi, je pense qu'on n'a pas voulu, nous, stigmatiser une énergie plus qu'une autre. Bien évidemment que le gaz est une énergie fossile, on l'a bien compris, et on ne veut pas continuer à polluer la planète avec des énergies fossiles. Mais si on veut regarder juste les objectifs à atteindre pour 2050, je pense que la chaudière gaz de dernière génération, qu'elle soit hybride ou alors du biogaz dans le tuyau, peut permettre d'accéder et d'arriver aux objectifs. C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Éradiquer en une seule fois la chaudière gaz me paraissait pas pertinent pour le modèle économique et pour le particulier, la capacité qu'ils auraient à rentrer dans la démarche. Une chaudière gaz de dernière génération nous permet d'accéder, d'atteindre l'objectif 2050. C'est ça qu'on essaie de dire au gouvernement. D'accord. Ne stigmatisons pas. Et puis, on a aussi le fait que, encore l'année dernière, on était subventionné. Donc, on a quand même, pour le particulier, une incompréhension de ce que vous subventionnez l'année dernière est interdit l'année d'après, Surtout en dans certains 2026. logements, on n'a pas trop de choix. On n'a pas le choix. Et puis, on a aussi un élément qui est fort, moi, je trouve, c'est que c'est la chaudière, actuellement, bon, qui est bien évidemment de gaz, elle est intégrée dans le bâti. Enlever de l'intégration du bâti un élément qui est plutôt
rendre service me paraissait contre-performant. Essayons de travailler plutôt sur ce qu'on met dans le tuyau et de le verdir, et essayons d'améliorer la performance énergétique de la chaudière en elle-même. Elle peut être bi-énergie, elle peut être... Oui, si vous voulez, vous êtes favorable à l'esprit, l'esprit chaudière gaz, mais pas avec de la matière fossile, en fait. Tout à fait. Et je pense que là-dessus, bien sûr qu'il faut contraindre les fabricants à arriver à évoluer de plus en plus sur ces produits-là. Et nous, ça fait des années qu'avec le président des plombiers, on prône pour de l'hybridation. Et on le voit bien que dans le véhicule thermique, c'est ça aussi qui prône un peu sur le marché, l'hybridation, pour qu'on sorte doucement, gentiment de l'énergie fossile. Et puis, il y a aussi le fait que cette chaudière gaz, au coût d'achat, en dehors du fait que souvent on a une technologie européenne ou française qui nous permet d'avoir un produit donc RSE de proximité, décarboné lui, nous avons aussi une capacité d'avoir le pouvoir d'achat éloigné de la pompe à chaleur. Actuellement, on a quand même un delta entre la chaudière gaz de dernière génération et la pompe à chaleur qui est quand même x3 ou x4. Donc, exactement. Que le particulier, quand on va lui dire c'est ou 2000 ou 6000, eh ben, il ne va peut-être pas faire la transition énergétique. Exactement. Donc tout à l'heure, on vous a bien compris, vous avez noté l'importance de maintenir ce calendrier, de nous garder sous pression, de marcher à un objectif, sinon on n'y arrivera jamais. Donc vous ne trouvez pas aussi que la transition énergétique, la rénovation énergétique est un bon moyen de lutte contre le mal logement? Parce qu'on sait que les personnes qui vivent dans des passoires thermiques sont des personnes aux revenus modestes, des ménages modestes. Alors, un de ces avantages, ce ne serait pas de lutter contre le mal logement. Donc, il faudrait davantage garder ces échéances par rapport à ça. On a aussi une responsabilité citoyenne de mieux loger nos citoyens en France. On a, je pense aussi, il y a une musique actuellement sur la crise du logement. Et on sait très bien aussi que 90% des logements sont déjà construits. Donc, ce qui veut dire qu'on a un chantier monumental de mise à niveau des logements sur le mieux vivre, je le disais tout à l'heure en introduction, sur l'accessibilité et sur la passoire thermique telle qu'elle est vécue. On a travaillé, c'est ça qui est assez des fois décourageant, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur des programmes d'action, que ce soit le programme RAGE, le programme PACT et le dernier programme Profil, qui donne des prescriptions de l'ensemble de la filière de la bonne méthode pour arriver à cet objectif-là de mieux vivre l'habitat. Et régulièrement, et toutes les études le prouvent, c'est pas l'énergie qui est au cœur du débat, c'est l'énergie non consommée. Et là, quand on regarde les orientations et les arbitrages dans MaPrimeRénov', de ce qui sera aidé ou pas, ou ce qui va être permis d'être fait sur la rénovation globale, la volonté du gouvernement d'aller sur une rénovation globale qui est plutôt, je trouve, intelligente, elle met l'énergie au cœur du débat. Donc, avant de commencer à rénover, à avoir l'enveloppe, on va d'abord changer l'énergie. Donc, il y a des choses qui sont assez incompréhensibles. L'année dernière, Madame Michu, on lui a donné de l'argent pour changer sa chaudière gaz. Et cette année, si elle veut rentrer sur une rénovation globale, il faut qu'elle dépose la chaudière gaz en premier, qu'on lui a subventionné l'année dernière, pour qu'elle rentre dans la démarche de l'offre globale. Donc, on est quand même, voilà, je pense, totalement schizophrène sur ce coup. Ouais, mais dans la lutte contre le mal logement, est-ce que vous trouvez ça normal que pour des ménages modestes qui ne payent pas de loyer parce qu'il est pris en charge ou partiellement pris en charge, ils n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie parce que l'énergie a explosé et qu'ils vivent dans une passoire. Donc aujourd'hui, le mal logement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que vous avez des personnes, admettons, payant 500 € de loyer parce que la moitié ou les 3/4 sont pris en charge et qui n'arrivent pas à sortir 1000 € de facture d'électricité, par exemple, pour le trimestre. Mais si on veut être totalement objectif et sincère sur la difficulté du marché de la performance énergétique à émerger définitivement, et je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire, c'est parce que l'énergie n'est pas assez chère. Actuellement, il était plus intéressant financièrement de chauffer l'extérieur de la maison que d'isoler la maison. Et donc, on est actuellement dans une période où l'énergie a augmenté, mais ne nous oblige pas à rentrer dans cette démarche de comment je fais pour baisser ma facture énergétique. Et là, on est dans un moment charnière. Et d'évidence, il faudra qu'on se focalise sur le coût de l'énergie, mais pas sur l'enveloppe. Pas sur l'enveloppe. Qui nous fait perdre cette énergie finalement. Mais je crois qu'on est dans un cycle qui est irréversible sur
la hausse de l'énergie, la hausse de l'eau. On a vu aujourd'hui aussi un débat sur la gestion de l'eau. Et donc, il faudra qu'on soit sobre définitivement. Donc, il faut qu'on travaille sur l'enveloppe et également sur l'énergie. Mais l'énergie n'est que, enfin, on le dit régulièrement, hein, la bonne énergie, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc, travaillons sur l'enveloppe, travaillons sur le mieux vivre. Et je pense que là, pour les très modestes, on va avoir un gap difficile à tenir parce qu'il manquera des moyens pour pouvoir permettre la transition énergétique. Tout à fait. Donc, on va continuer à parler d'argent, notamment le coût. Hein, donc on va parler du coût de la rénovation. Donc, un des concepts de cette émission, c'est de laisser la parole aux professionnels. Et concernant les coûts de ces travaux, c'est justement l'objet de la question de notre professionnel. Bonjour. Avez-vous la possibilité d'agir sur les prix au niveau national et européen, car les prix restent élevés et non abordables en rénovation globale? Oui, alors, sur la problématique des prix, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur les augmentations qu'on a subies, notamment juste après le Covid et la crise ukrainienne. On a, nous, engagé avec nos partenaires de la CAPEB une démarche au moins d'une visibilité d'augmentation à un mois. En fait, préserver les prix sur un mois. On avait eu une période où, en fait, on avait des devis qui n'étaient pas tenus au niveau du prix. Quand on achetait un matériau à un prix X, quand il était livré, il passait à Y. Et donc, on voulait un délai de prévenance d'au moins un mois. On a fait une charte avec ces industriels pour prévenir les prix. Actuellement, on travaille avec les industriels, donc avec la Fédération des industriels, mais également avec la Fédération des distributeurs pour qu'on ait aussi un signe fort, logiquement, de baisse des matériaux maintenant. Donc on demande aux industriels et à la distribution de prendre un engagement de responsabilité sur la baisse des matériaux. Et puis après également, on a aussi au sein même de la CAPEB un réseau de centrales d'achat qui peut permettre de regarder les prix, les meilleurs prix. Donc en fait, quand on est une TPE, on peut acheter au prix d'un grand groupe. Et donc on a un CAPEB avantage qui vous permet d'aller regarder les meilleurs prix sur de la location, sur de l'intérim, sur du matériel. Voilà. Donc vous avez des solutions. On va toujours continuer à parler d'argent, mais cette fois-ci de la prise en charge justement de ces travaux. Donc on connaît aujourd'hui toutes les différentes aides, hein, la TVA à taux réduit, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', le prêt à taux zéro. Donc on sait que ce sont les leviers les plus puissants pour financer ces travaux de rénovation énergétique. Pourtant, il y a beaucoup de professionnels, et je pense beaucoup aussi de vos adhérents, doivent souligner une certaine lenteur administrative pour mettre en place tout ça. Comment vous les aidez à surmonter ces démarches administratives souvent lourdes et lentes? Lenteur et complexité. On a demandé au gouvernement de définitivement simplifier l'approche C2E, donc les certifications, mais également l'approche RGE. Et on veut au minima que ces deux dispositifs se rapprochent au mieux, notamment sur les audits, qu'on ait les mêmes référentiels et qu'on ait une simplification. Après, on a lancé une expérimentation forte dans un programme Oscar, sur l'argent notamment des C2E, pour accompagner les pros dans cette vision de la transition énergétique RGE C2E. Et donc, l'expérimentation qui tarde à voir le jour, qui devrait commencer, je pense, en novembre, permettra à ce que la CAPEB, auprès des artisans, les aide à monter les dossiers et les accompagne sur le montage administratif des dossiers. On sait très bien que l'artisan a 3 salariés, c'est notre des fois tout seul. Ou tout seul, tout ça, il ne veut pas en entendre parler, c'est trop compliqué pour lui. Alors, ce n'est pas la complexité en tant que telle du dispositif, c'est la partie administrative qu'il ne veut pas gérer. Donc, quand on dit que c'est complexe, non, évidemment, on ne passe pas une thèse, mais il n'empêche que le temps à monter le dossier, c'est du temps perdu sur le chantier, ce n'est pas notre point fort. Donc on voudrait que cette expérimentation, elle voit sur tout le territoire le jour, pour qu'on accompagne au mieux nos artisans à aller dans cette démarche-là. Les certificats d'économie d'énergie, c'est en fait des pollueurs en fait, qui financent ces travaux de rénovation énergétique. Est-ce qu'on peut rêver d'un monde où tout est financé par les C2E? Non, on ne peut pas rêver d'un monde où tout est financé par les C2E, mais je pense que l'argent des C2E pourrait être mieux fléché pour accélérer la performance énergétique. Notamment, il pourrait prendre en compte, une partie des C2E pourrait prendre en compte la partie conformité des chantiers. Nous, on lutte vraiment, on veut vraiment que le maximum d'artisans aillent sur ces chantiers-là. Et quand on a un artisan seul, un plombier qui va faire un changement de mitigeur, le changement de WC, mais également
la pose d'une pompe à chaleur, eh bien, il faut que cet artisan-là il puisse aller sur ce marché-là. Et donc nous, ce qu'on demande pour permettre au maximum d'artisans d'aller vers ce marché-là, sans les exclure parce qu'ils ne sont pas RGE et qu'en début d'année, tu n'as pas monté ton dossier RGE parce que tu ne savais pas que tu allais faire ce chantier-là, eh bien, on veut qu'on vienne à la fin du chantier certifier que le travail est fait dans les règles de l'art. Et on veut donc du coup qu'il y ait un audit qui soit passé, c'est une certification. Donc là, par exemple, l'argent des CEE pourrait contribuer à faire baisser le coût de cette certification, ou alors on pourrait aller sur le système qui est de plus en plus, je pense, le système de demain, le système cofraqué, avec prise de photos cofraquée, géolocalisée, qui permet de dire avant, pendant et à la fin du chantier. Système qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Donc on aurait la possibilité d'avoir ça régulièrement. Et l'artisan pourrait faire la photo, certifier que le matériel posé est bien posé dans les règles de l'art et du coup faire bénéficier de son expérience, de sa compétence, le particulier, donc accéder à MaPrimeRénov'. Et là, on libère le marché. Au lieu d'avoir 60 000 entreprises qui font du RGE, on aurait 600 000 entreprises artisanales qui seraient sur le marché. Plutôt que de voir ce que j'ai entendu, qui nous a plutôt fortement irrité, la rénovation du particulier qui serait gérée par un artisan. Donc, alors ça, c'est un gros sujet parce que ça ouvre aussi la porte à des fraudes. On en discutera juste après. Mais effectivement, quand on a du mal aujourd'hui à avoir une rénovation de qualité, c'est vrai que ça peut paraître assez surréaliste de confier ces travaux-là à des particuliers. C'est-à-dire qu'on essaie de contraindre depuis le début de la performance énergétique des artisans qu'on dit pas compétents. C'est quand même le truc, alors que nous, logiquement, on a pignon sur rue, on est installé, on a des diplômes qui prouvent qu'on est compétent. On nous dit, vous n'êtes pas assez compétent pour faire ce métier dans la rénovation énergétique. Par contre, le particulier, lui, il va pouvoir le faire parce que lui, il est compétent de fait. Donc, il y a un truc quand même qui est, si on veut avoir un discours fort sur la rénovation énergétique, il n'y a pas plus contre-performant que ce qu'on vient d'entendre sur l'ARA. Il n'y a pas que ça a irrité. Ah ben oui, j'imagine bien. J'espère bien. Donc, pour avoir recours justement à toutes ces aides à la rénovation, il faudra l'année prochaine avoir recours à un accompagnateur rénov'. Ouais. C'est l'ANA qui va gérer ces accompagnateurs rénov'. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est encore un millefeuille administratif qui vient alourdir et mettre un frein supplémentaire à la rénovation énergétique? Dans l'intention, ça nous convient. Nous, on a toujours dit qu'il fallait avoir de la lisibilité et un interlocuteur unique. Donc cet accompagnateur-là, s'il joue son rôle d'accompagnateur, il nous va très bien. Maintenant, on voit bien que les annonces qui ont été faites en nombre d'accompagnateurs sur la France entière, on va monter en puissance sur les 2 années à venir. Donc, on n'aura pas un accompagnateur dans tout le territoire qui pourra faire ce boulot-là. Maintenant, nous, on sera très vigilants à ce que cet accompagnateur joue son rôle d'accompagnateur et pas plus. Pas plus. Chacun son métier. Il doit être là pour dire voilà les aides qui existent sur le territoire en prenant les aides régionales, départementales, mais également ce qui prescrirait pour pas prescrire justement, ce qui pourrait donner comme intention de travaux, mais il ne doit pas prescrire. Il ne doit pas prescrire. Et ça, on va être très vigilant à ce que cette... la frontière est très fine. Elle est très fine, elle est très fine. Et on voit bien que même moi, quand je voulais dire il devra donner des aides il prescrit. Donc du coup, on va être très vigilant pour qu'il ne prescrive pas le matériel ou le matériau dans la prescription qu'il ne doit pas faire. Dans la suite justement de ces aides, on ne peut malheureusement éviter de parler de la fraude, d'éco-délinquance quand on parle d'aide à la rénovation énergétique. Donc c'est un fléau qui a pris d'année en année de plus en plus d'ampleur. Comment la CAPEB est mobilisée face à cela? Est-ce qu'elle a fait des propositions au pouvoir public pour lutter contre la fraude? Mais je crois que la meilleure lutte contre la fraude, c'est ce que je vous disais, c'est la certification en fin de chantier. Donc on a fait une expérimentation de ce qu'on appelait le coup par coup, la certification chantier, qui a eu à peu près 1000 chantiers qui ont vu le jour là-dessus. Et on voit bien que l'angoisse des gouvernants, c'était de dire, en fait, si on n'est pas RGE, on va ouvrir la porte à tous les incompétents qui vont s'engouffrer dans ce marché-là. On s'aperçoit que sur les 1000 expérimentations chantiers qu'on a portées cette année, on voit qu'il n'y a pas d'écart de performance à la fin. Donc ça veut dire qu'on est aux objectifs. Maintenant, cette certification chantier coûtait très cher, plus de 500 € l'audit, et on voit bien qu'elle est disqualifiante pour les particuliers. Donc nous, on voudrait maintenant que cette certification chantier qui a prouvé sa plus-value et en permettant à toutes les entreprises d'accéder à ce marché, elle soit généralisée et qu'elle puisse être cofraquée sur des certifications fin de chantier. Et là, on a en fait le même principe que pour la sécurité électrique de la personne, la vision consuelle qui nous permet de mettre sous tension ou pas sous tension si l'installation elle est conforme ou non conforme. Et donc on veut, nous, aller de plus en plus vers cette opération-là qui permet d'avoir une entreprise qui veut travailler uniquement sur la performance énergétique aura
son label RGE parce qu'elle a fait une démarche pour se différencier du marché et des autres entreprises. Elle aura son label RGE qui sera visible du particulier. Mais pour l'artisan qui va être polyvalent tout au long de l'année, il ne faut pas que quand il arrive sur un marché de la performance énergétique, il soit exclu parce que non qualifié pour le RGE. Donc cet artisan-là pourra aller sur le marché en étant certifié à la fin du chantier. Et tous les artisans qui sont majoritairement en France sont compétents et quand ils veulent avoir pignon sur rue, ne veulent pas de contre-performance. Donc du coup, on pourrait vraiment aider la rénovation en masse, mais lutter contre la fraude. Donc cette maladie, qui est l'éco-délinquance et la fraude, c'est répandu tout d'abord dans les aides à la rénovation, les quotas carbone, etc. Et vous savez qu'aujourd'hui, elle a atteint le milieu de l'audit énergétique et du diagnostic immobilier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de ce secteur qui sont très inquiets, qui nous ont fait part de leurs questions, qui souhaiteraient avoir votre point de vue. C'est le moment de la question de notre professionnel. Bonjour. L'éco-délinquance et la fraude ont tout d'abord démarré avec l'aide aux travaux pour la rénovation thermique. Désormais, elles touchent les métiers du contrôle et du diagnostic immobilier. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une loi transversale anti-fraude, mais qui soit coécrite avec tous les maillons de la chaîne rénovation? Cela est-il possible? Alors, il n'y a pas de dogme là-dessus. Nous, on est pour lutter contre la fraude. Donc, s'il faut qu'on réfléchisse avec nos métiers, les métiers de la diagnostic, on n'est bien sûr pas contre. Une réflexion, par contre, ça veut dire aussi que chacun doit porter la responsabilité du diagnostic. Il faut qu'on soit aussi à la qualité du diagnostic. Donc, nous, j'allais dire naïvement, plus il y a de chantiers, mieux on supporte les artisans. Et donc, si on a le vrai diagnostic qui nous permet de bien travailler, on est plutôt très favorable. Et surtout, quand on parlait tout à l'heure de la difficulté de rénover globalement ou d'amener dans des parcours de rénovation, nous, on porte cette vision-là. Donc, il nous faut qu'un diagnostic fort au début sur la performance énergétique en disant, vous êtes à ce niveau-là de performance. Si vous voulez arriver à ce niveau-là de performance, il faudra faire 1, 2, 3, 4 étapes et si possible aussi prioriser ces étapes. C'est-à-dire que peut-être que la bonne étape, c'est plutôt l'isolation avant le changement de l'énergie, etc., etc. Et nous, on est pour amener le plus grand nombre dans cette rénovation globale à faire le bon diagnostic avec le bon calendrier de chantier et le bon parcours. Et je pense que si on fait un parcours de rénovation, on peut amener le particulier à rentrer dans cette démarche vertueuse de mieux vivre son logement et de performance énergétique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter dans la partie MaPrimeRénov'. Il faut que l'État et le gouvernement aient cette vision-là partagée. Et c'est ce qu'on porte nous au niveau de la CAPEB. Tout à fait. Lorsque je me suis entretenu avec cette personne qui évolue dans les milieux de l'audit énergétique et du diagnostic immobilier, sa crainte, c'était vraiment de ne pas avoir vraiment de vraies lois, de vraies actions au niveau de la fraude. C'est pour ça qu'elle réclamait en fait qu'il y ait un consensus avec toutes les fédérations de la chaîne de rénovation. Est-ce qu'un jour, pour coécrire peut-être, pourquoi pas une loi anti-fraude, est-ce que vous pensez un jour que cela soit possible? Nous, on est pour, on a eu un grand discours entre la rénovation globale contre la rénovation par geste. Et on a opposé les deux systèmes. Nous, on dit que la première des rénovations, c'est le geste. Et une fois qu'on a fait le premier geste, posons le diagnostic. Et là, derrière, on peut construire un parcours. Et donc, il faut faire ce diagnostic, il faut faire cet audit général et ce bilan thermique qui nous permet de donner un résultat à la fin. Donc, nous, on n'est pas contre le fait, on n'oppose pas deux professions. On n'oppose pas le diagnostiqueur et l'auditeur à l'artisan. C'est sa main tendue, Ils sont complémentaires, mais ils doivent travailler en bonne intelligence. Il faut que le gouvernement, pour le coup, le comprenne. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de l'argent des C2E. L'argent des C2E pourrait servir à financer cet audit de performance énergétique qui donnera le parcours de rénovation. On espère que le message passera. En tout cas, Jean-Christophe Repon, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accueillis dans vos locaux, que ce sont ceux de la CAPEB. Merci. Merci. Et retrouvez-nous dans notre prochain numéro du Grand Débrief de la transition énergétique.